Bonsoir. Alors, je m'appelle Caroline, je suis Lead Design Ops chez Malte. En réalité, je suis rentrée chez Malte il y a 1 an et demi, 2 semaines avant Tristan, en tant que Lead User Researcher. Et il y a 6 mois, j'ai évolué vers ce poste de Lead Design Ops. Et je prends juste quelques minutes pour expliquer ce qu'est l'équipe Design Ops chez Malte, parce que chaque organisation a cette définition de Design Ops. Donc chez Malte, l'équipe Design Ops, c'est une équipe qui fait partie de l'équipe Design et qui réunit les fonctions transverses du design, donc à savoir Design System, UX Writing, Localization et User Research. Donc on est 4 experts, une personne qui représente chacune de ces expertises pour 11 squads. Donc ça fait beaucoup de travail et justement, notre rôle, c'est de réussir à accompagner ces 11 squads en parallèle. Et alors là, petit spoiler alerte, on y arrive en fait en se pluguant sur Focus que vient de vous présenter Tristan. On rentrera probablement plus en détail sur le sujet, mais c'est clair que c'est le cœur de la façon dont fonctionne l'équipe Product et Design chez Malte. Vous pouvez expliquer comment votre équipe est constituée? En plus, vous êtes arrivés un peu comme des pionniers, des défricheurs, comme des Christophe Colomb chez Malte. Enfin, en tout cas, vous avez vraiment développé beaucoup de choses. Donc peut-être ça serait intéressant de, comme tu nous as expliqué là bien précisément, voilà quelles ont été les premières étapes. Enfin, comment vous avez démarré tout le process, comme tu parlais de vous vous pluguez dans leur process. Je trouvais que c'était intéressant. Quelles sont les premières manipulations? Donc en effet, avec Tristan, quand on est arrivé il y a 1 an et demi, on a fait partie d'une vague de recrutement dont le but était de en fait, faire grandir l'équipe product et la professionnaliser dans le sens où c'était recruter de nouveaux métiers. Et aussi apporter plus de management à l'équipe, puisqu'à ce moment-là, il y avait les 2 PM Directors des 2 tribes qui ont été recrutés quelques mois avant nous. Tristan en tant que VP Designer, Bélène, notre CPO, qui arrivait de Vinted. Et comme je le disais, ses expertises aussi, User Research, UX Writing, Design System. Et donc, à ce moment-là, on était un petit peu dans un tournant de l'équipe Product où on se rendait compte, et c'était des choses que les PM et designers nous disaient, que finalement, il n'y avait pas de framework commun au sein de l'équipe product. Et un petit peu, chaque squad fonctionnait à sa façon. Donc, un petit peu aussi réinventer la roue de comment est-ce qu'on mène un projet chez Malte. Donc, c'était compliqué pour cette raison, pour les personnes qui travaillaient sur les projets. Et en même temps, pour nous, les fonctions transverses, de devoir réapprendre à comment fonctionner avec chacune des squads. Et à ce moment-là, on s'est dit, on a besoin d'un framework commun. Et puis ça tombait bien, parce que Tristan était là et nous a dit, moi j'ai mis ça en place chez Blablacar, et donc l'équipe était partante pour tester. On a d'abord commencé par 2 squads, une dans chaque tribe. On a profité un petit peu de l'été pour se dire, ok, c'est le moment de tester le framework, et on a appris avec ces 2 squads. Donc on a mis en place des itérations sur le framework. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une boîte à outils qui était adaptée, qu'on n'allait pas forcément utiliser toutes les activités qui étaient dans le livre, mais on avait les activités qui étaient pertinentes pour nous chez Malte. Et puis, une fois qu'on a appris et qu'on a itéré sur ce framework, finalement, on l'a déployé à l'ensemble de l'équipe product. Et comment on a fait ça? On s'est servi d'un document qui est clé en fait chez Malte, qui s'appelle le PRD, donc Product Requirement Document, qui est, on va dire, le document qui suit toute la vie d'un projet au sein de l'équipe product. Et en fait, on a appliqué les 7 étapes comme template au sein de ce PRD. Donc, c'est 7 livrables clés qui sont nécessaires pour en fait avancer dans le projet. Et on a organisé tous ces PRD au sein d'un repository qui est chez Malte le Focus Repository. Et en fait, on a une vue Kanban où il y a chacune des étapes, frame, observe, claim, unfold, on va pas toutes les faire, mais chacune des étapes. Et donc, on peut voir en fait en temps réel où sont chacun des projets de l'équipe product. Et donc, à partir de ce moment-là, pour la première fois chez Malte, on a un repository qui réunit l'ensemble des initiatives de l'équipe product et qui donne de la visibilité à la fois aux squads en dépendance, à la fois
aux équipes transverses, mais aussi aux stakeholders. Et ce qui est intéressant en fait dans l'histoire, dans ton histoire et dans ta culture du design, parce que tu l'as vraiment chopé à la source, tu as processé les méthodes du Lean Startup, du Design Thinking, tu as repris un petit peu des petits bouts du X, de Value Proposition Canvas. Enfin, en fait, c'est ça qui est intéressant avec le design, c'est qu'on peut toujours l'adapter. Cette méthode, elle est issue vraiment d'une couche de l'histoire du design. Et là, toi, quand est-ce que tu t'es dit, tiens, on va faire un projet, là, on va vraiment poser ça sur la table? Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui marchent bien en design, mais en fait, ça marche pas vraiment. En fait, ça marche pas. C'est-à-dire que le design, on est toujours en train d'essayer de trouver un moyen de se faire entendre. Et là, ça marche. Donc, Merci beaucoup. Oui, en fait, j'ai volé plein de choses. Hein. Donc, mais c'est vraiment ça. Ouais. Et vraiment, et c'est comme ça. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est Newton, je crois, qui dit « Je voyais loin parce que j'étais debout sur des épaules de géants ». J'aime beaucoup cette idée-là. Et évidemment qu'on voit plus loin parce qu'il y a des gens qui ont travaillé avant. Et donc, c'est exactement comme tu l'as dit, on a lu beaucoup, on a exploré beaucoup. Et en fait, c'est la synthèse un petit peu de ce que nous, on a piqué à gauche, à droite. Et on a reconstitué notre façon de voir les choses. Ce que cette méthode, elle a d'un peu... Alors, je ne sais pas si c'est particulier parce que je ne connais pas l'histoire de toutes les autres, mais en tout cas, c'est une méthode d'abord de pratique et ensuite de conceptualisation. On n'a pas dit d'abord on a un concept et puis après on va voir comment ça s'applique dans la réalité. En fait, on n'avait absolument pas d'intention de créer une méthode les 15 dernières années. Par contre, notre obsession, c'était de bien faire travailler le design et le produit. Rémi était CPO chez BlaBlaCar, moi je suis designer, on a cette espèce de relation ensemble et on a une obsession, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut bien travailler ensemble, comment est-ce que le design peut apporter au produit et le produit peut apporter au design. Et donc depuis 15 ans, on cherche des astuces, des trucs pour se convaincre les uns les autres. Et c'est comme ça que c'est né tout ça. Peut-être le premier, c'était First Use Case, ça fait très longtemps. Chez PayPal, où un jour on s'est dit mais en fait à chaque fois qu'on reçoit des requirements pour le design, c'est une époque où on avait toutes les listes de requirements du product manager et puis nous on était là pour répondre à tout ça, puis renvoyer les propositions, faire des specs de 150 pages, c'était une autre époque. Mais déjà là, on avait ce problème de dire non mais s'il y a 17 use cases, comment je craque ça? Et donc le first use case est venu de ça. On a fait toute une campagne what the fuck. Je l'ai pas mis là, mais la petite astuce pour le first use case, la question c'est what the fuck. FUC, c'est first use case. Et donc à l'époque, voilà, on a fait ça what the fuck. Ça faisait rigoler tout le monde. Et ça s'est diffusé dans PayPal et c'est devenu what the fuck. Donc en fait, c'est une succession comme ça d'astuces qu'on a construites. Beaucoup qu'on a détruites parce qu'elles ne marchaient pas. Et puis certaines, on s'est dit, mais ça marche. Voilà. What the fuck, un jour, je vais au bureau de San José et ils s'étaient construit une guirlande what the fuck dans un bureau. On s'est dit, il y a quelque chose qui est passé. Parce que je crois que le fond est vrai et puis qu'il y avait une forme qu'accroche. Peut-être qu'on parlera de focus, les lettres, c'est une petite anecdote, mais la forme, elle importe aussi parce qu'on est dans un processus d'évangélisation. Et donc, de manière comme ça, itérative, toutes ces années, on a construit une succession de concepts. Et chez BlaBlaCar, c'est vrai qu'on avait à disposition, à une époque, dans notre scope, il y avait la marque BlaBlaCar, il y avait le product marketing, il y avait le product design, la research, le produit, même une partie des paid channels pour marketing. Il y avait vraiment une grosse équipe. Et là, on s'est dit, en fait, là, maintenant, c'est le moment pour connecter tout ça, parce qu'on est trop nombreux pour pouvoir travailler en direct avec eux. On va connecter tout ça et faire un framework qui va aider les équipes à faire du produit. C'est comme ça que c'est arrivé. Et donc, on a itéré un peu, on l'a mis à l'échelle. Et ensuite, le besoin est venu de se dire, mais en fait, il y a plein de nouveaux qui rentrent chez BlaBlaCar et ils ne savent pas comment on bosse. Et on a des decks, des présentations à leur partager, mais les présentations, c'est de la surface, en fait. Il est où le fond? Et donc est venue l'idée de se dire, mais en fait, on va passer du temps pour écrire le fond et en faire un livre d'onboarding des nouveaux chez BlaBlaCar. Et c'était l'idée de faire, pas vraiment un livre, mais une sorte de gros PDF qu'on allait donner à chaque nouveau en leur disant, lis ça, et quand tu auras lu ça, tu sauras comment on bosse et on pourra avancer. Voilà.
Et l'histoire a fait que c'est devenu un livre, etc., etc. Donc c'est vraiment une méthode bottom-up, d'abord de pratique et ensuite de reconstitution. À ce que j'entends, c'est que vous avez testé le succès incrémentalement, et donc il n'y a pas eu forcément un key moment, à part la guirlande what the fuck, où vous dites ah bah là ça marche, mais c'est finalement vous avez vu les projets. Est-ce que tu as un exemple peut-être d'une fonctionnalité, voilà, que vous avez testé, voilà, tout le process, vous avez dit ah ouais là les gens rentrent dans le process, enfin ça bouge quoi. Est-ce qu'il y a un exemple? Je crois qu'il y a deux impacts. Il y a un impact, et je crois le plus important, c'est l'impact de fond, c'est le changement culturel. C'est que doucement, tout le monde s'aligne autour d'un processus, tout le monde progresse sur les étapes. Donc typiquement cette idée de se dire un projet, il doit avoir une ambition, et cette ambition, elle doit être bien définie, et on doit être aligné dessus, ça... projet par projet, c'est difficile de mesurer l'impact. Mais quand tu prends du recul et que tu te rends compte qu'on est passé d'une étape où les projets, on les faisait, on ne sait pas trop le temps, dans l'incertitude, à une mécanique huilée, tu sens bien que tu as changé les choses profondément. Et après, sur des projets d'exemple, on a mis un fil rouge dans le livre, où je trouvais que c'était un bon exemple d'un projet qui était vraiment un projet très lourd chez Blablacar, changer le paradigme et transformer le covoiturage simplement d'un rendez-vous de A à B à un conducteur qui pourrait prendre des gens en chemin, une espèce d'algorithme qui vous matche automatiquement sur des passagers en route. C'est un gros projet avec des grosses ambitions, et donc on essaie de décrire comme ça chaque étape et l'impact qu'a eu la méthode dessus. Un impact évident, ça a été le product marketing. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment monté l'équipe juste avec ça. Ça leur a donné vraiment un appel d'air. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'équipes product marketing qui utilisent ça. Donc, dans les structures qui appliquent la méthode, ils utilisent ça pour rentrer dedans. Caro, peut-être tu as des choses à partager sur l'impact que ça a dans l'organisation. Ce que j'allais dire un petit peu plus tôt sur effectivement comment est-ce qu'on mesure finalement que le déploiement a pris. Pas plus tard que cet après-midi, j'entendais une data analyst parler avec un PM, et la question qu'elle lui a posée, c'était c'est quoi ta success metric et c'est quoi l'ambition, qui est du coup le premier livrable de Frame. Ou encore chez Malte, la façon dont on saisit les feedbacks dans notre outil qui est Harvester, donc qui est utilisé par en fait nos sales, les équipes customer care, community, toutes les personnes qui sont en contact avec nos utilisateurs. La façon dont elles vont partager dans le Slack de tout Malte les feedbacks collectés, c'est en utilisant le first use case. Donc, c'est vraiment reprendre ce que Tristan vous a montré plus tôt. Et ça, c'est hyper intéressant parce que pour nous aussi, en tant qu'équipe Product and Design, ça veut dire qu'on a des feedbacks qui sont beaucoup plus précis, parce qu'on a même jusqu'à la stratégie de contournement. Là où dans deux organisations, où avant qu'on mette ça en place, on se retrouvait à poser des questions complémentaires aux sales pour comprendre exactement ce qui s'était passé et du coup qu'avait dit le client. Donc on se rend compte que finalement ça dépasse même l'équipe product et c'est voir qu'il y a un langage commun qui est né et qui facilite la collaboration entre les équipes. Et c'est aussi... Plutôt, tu parlais d'ambition, Tristan, de voir que dans ce repository, du coup, on a tous les projets de l'équipe product chez Malte, d'avoir une colonne avec l'ITA, donc la date de fin de discovery de chacun de ces projets. Ça, quelques mois auparavant, c'était pas le cas. Donc, c'est observer que l'équipe product au sens large, vraiment en train de gagner en maturité et en efficacité grâce à ce framework-là. C'est vrai que la question qu'on peut se poser si tout se passe bien, tout avance bien, c'est effectivement le rôle de chacun dans le process. Parce que du coup, j'imagine, on a des clients communs, BNP, des clients comme ça, à rentrer dans ce process-là. On se dit, mais qui va faire quoi ? Qui est-ce qui impose cette méthode déjà dans l'entreprise ? Et après, qui est-ce qui décide ? Qui est-ce qui fait en sorte que les livrables sont bien rendus à telle date. Donc, comment ça se passe ? C'est une très bonne question. On est justement en train de travailler sur un RACI autour de ce framework. Donc, en fait, d'expliquer, de définir ensemble qui est honneur de chacune des étapes, qui est contributeur.
Initialement, on s'est dit assez simplement que les PM seraient plutôt honneurs des 3 premières étapes et les designers des 4 suivantes, donc plus sur la partie solution. On se rend compte aujourd'hui que c'est pas suffisant et qu'on a eu besoin justement de mieux expliquer l'implication des différentes personnes. Et comme je le disais plus tôt, en fait, par exemple, pour nous, les fonctions Design Ops, ça nous a vraiment permis de dire, OK, nous, on vous aide à cette étape-là et à cette étape-là. Donc, par exemple, moi, en tant que user researcher, je sais que tous les projets qui sont dans Frame, ils vont arriver ensuite dans Observe. Et donc, ça m'aide à la fois à m'organiser et puis c'est clair pour les PM et designers que on va avoir une interaction à ce moment-là et que je vais les aider à définir leur plan de research sur la base de leur frame. Et là, ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, donc il y a des fonctions qui sont plus ou moins intégrées aujourd'hui dans ce process. Donc, comme j'ai dit, fonction design ops, ça marche bien. PMM hyper impliqué à l'étape de claim. Et on voit que ces profils vont aider vraiment les squads à définir le tweet, donc le bénéfice de la solution. Et ce sur quoi on veut travailler davantage, c'est par exemple comment est-ce que on collabore plus tout au long de ce process avec les développeurs. Donc notamment, on en parlait avec Tristan récemment, il y a cette partie frame où les devs, l'équipe tech peut nous aider à définir l'ambition, le temps qui sera nécessaire. Il y a aussi l'étape unfold où il y a une activité qui est intéressante ici, c'est vraiment en fait mapper l'architecture de l'information pour identifier les bons points d'entrée vers la solution. Et puis l'étape decide où, comme disait Tristan plus tôt, on se tape dans la main et on se dit OK, est-ce que c'est parti, on passe à la delivery. Donc on est en train de formaliser tout ça. À la base, on l'a fait plutôt, on va dire, oralement et en se disant aussi que ça allait se mettre en place de manière naturelle dans les squads. Et là, on se dit qu'on a besoin de formaliser davantage de documents, notamment pour tout ce qui est lié à l'onboarding, quand de nouvelles personnes arrivent, pour simplifier qui est en charge de quoi et donner une vision plus détaillée de ce framework et l'implication de chaque personne dans le framework. Oui, et sur le sujet d'autres clients, là on a donné un exemple Malte, ce qu'on voit c'est qu'en fonction des organisations, mais en fait les personnes impliquées vont varier. L'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de RASKit dans le livre, c'est parce qu'on voulait pas, on cherchait toutes les excuses pour ne pas faire la discovery. Et l'une d'entre elles, c'était de dire, ah mais non, mais là, il y a le product marketing, moi, j'ai pas product marketing, donc je peux pas le faire. Et ça, on voulait pas aller là-dedans parce que je crois que travailler le positionnement, c'est mieux avec le product marketing, mais enfin, on peut le faire sans. Donc, on voulait pas avoir cette mécanique de dire si j'ai pas, je peux pas. Et ce désir, ASCII, peu importe, en fait, on se rend compte qu'il est spécifique à chaque organisation. Donc dans le monde bancaire, il y a des problématiques de compliance qui sont extrêmement fortes. Et donc, il se peut que l'équipe compliance, en fait, elle apparaisse là-dedans et elle soit là à un moment précis et qu'elle soit clé pour l'observe, pour nous aider à comprendre le problème. Enfin, donc ça, les étapes restent. Par contre, les personnes impliquées, mais ça dépend des organisations. C'est pareil pour les stakeholders. Chez Blablacar, le frame, on le présentait au CEO. Voilà, le CEO, il voulait voir les frames. Parce que pour lui, savoir quel impact on allait chercher, lui, il avait un avis sur notre capacité à l'atteindre ou pas, savoir l'ambition que le prix comprenait, pour lui, c'était clé. Il disait, mais à partir du moment où frame, c'est cadré, bon, le reste, je fais pas attention. Donc, ça aussi, ça dépend des organisations. Et il y a même des organisations où une étape nouvelle, ou en tout cas un gros focus peut apparaître dedans, si c'est des... On travaille avec une app de jeu, pour faire des jeux en ligne, et eux, ils sont évidemment chassés en permanence par la légalité de ce qu'on est en train de faire dedans. Voilà. Donc pour eux, c'est une étape de validation légale de ce qu'on est en train de faire, fondamentale. Donc voilà, pour répondre à ta question, Pauline, il y a un aspect qui dépend
de l'organisation et qui se met en place une fois qu'on applique la méthode. On définit, OK, comment vous vous organisez, comment vous voulez valider à chacun des livrables, qui valide, etc. Donc ça, c'est très flexible. C'est pour ça qu'on n'a pas mis dans le livre, parce que je crois qu'il n'y a pas une réponse pour tout le monde. Ça dépend des organisations. Ça me fait penser vraiment à ce que tu dis quand on développe les... Enfin voilà, je vais parler de design sprint forcément, parce que je ne pense que design sprint. Non, mais c'est-à-dire que c'est vraiment exactement la même manière de procéder. C'est-à-dire que... Mais par contre, nous, l'idée, c'est vraiment de le faire toujours ensemble. C'est de se dire, pour les projets qui sont vraiment complexes ou tu vois, qui n'avanceraient pas, c'est des moments où on va faire ces livrables et selon les organisations, effectivement, votre culture de travail. Là, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de faire des ateliers pour créer ces livrables et il y a des moments quand même où il y a besoin et du coup... Ouais, c'est intéressant. C'est ce que je disais plutôt, en fait, c'est important de construire la toolbox, la boîte à outils de son organisation vis-à-vis de Focus. Et donc, nous, on a pris le temps de se dire, OK, pour cette étape, déjà regarder ce qu'on utilise déjà chez Malte et se dire, en fait, on fait déjà telle activité. Par exemple, sur la user research, qui est le sujet que je connais le mieux là, on fait déjà tout ce qui est user interview, survey, feedback analysis. Je ne vais pas tous les citer, mais du coup, se dire, en fait, là, ça sert à rien d'introduire de nouveaux outils. On a des outils qu'on utilise déjà et qui fonctionnent et on va garder ces activités-là. Et parfois, on continue d'inventer de nouvelles choses aussi. Donc, Alice, qui est UX Writer, qui est arrivée chez nous il y a 6 mois, elle-même, elle est en train de développer la boîte à outils contenu qu'elle est en train de plugger directement dans Focus. Donc, elle imagine de nouveaux ateliers. Par exemple, content mapping, ce style d'atelier qui sont, elle va dire, pertinents à telle étape pour vous aider à mieux comprendre quelle est la hiérarchie de votre information aujourd'hui, quels doivent être les points d'entrée ensuite. Donc, finalement, se dire que c'est un framework qui est assez flexible, qui peut être adapté à votre organisation. Vous n'êtes pas obligé de changer votre façon de faire, en fait, et plutôt vous dire, OK, cette activité ou ce livrable qu'on avait l'habitude de le faire, dans quelle étape on le fait aujourd'hui. Donc, il y a des moments où on va animer des ateliers d'idéation parce que dans certains projets, on trouve que c'est pertinent pour passer des résultats de la user research à l'étape suivante et ensuite être en mesure de sélectionner les solutions qui nous paraissent les plus pertinentes. Donc, c'est surtout ça que je trouve intéressant finalement avec ce framework, c'est que on peut sans cesse le faire évoluer et l'adapter à l'organisation au sein de laquelle on est. Oui. Non, c'est ça. En fait, la spécificité, vraiment, c'est les livrables. C'est un peu les péages. Et ce qui se passe entre les deux, ça dépend de plein de facteurs et aussi du temps qu'on veut passer dessus. Donc, il y a de la place pour de l'idéation à chaque étape. Et le processus de décision, c'est de se dire, déjà, est-ce qu'on est confiant sur le livrable ou pas? Ça, c'est vraiment important. Si toute l'équipe est hyper confiante, c'est très bien, en fait. Pas de problème. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est quel temps j'ai à accorder à ça en fonction, évidemment, de l'importance du projet. On a essayé de construire, en fait, des péages. Se dire, chaque projet, il doit répondre à ces problématiques. Il faut que chaque projet, j'ai regardé ces angles et que je sois capable de produire une réponse à la question, c'est quoi ton objectif, c'est quoi le problème, comment tu le positionnes, etc. Par contre, comment je parviens à trouver cette réponse, ça, c'est extrêmement dépendant et il y a de la place, dans chaque étape, il y a de la place pour de l'idéation si elle est nécessaire. Donc, encore une fois, les activités que vous voyez dans le livre, c'est celles que nous, on a pratiquées. On n'a vraiment pas vocation à les limiter à ça et beaucoup d'ateliers ont leur place dans la méthode. Mais après, il faut répondre à la question. Voilà. Il y a une petite chose dont on n'a pas parlé, mais qui est vrai aussi, c'est que c'est un processus linéaire, mais en fait, ça arrive souvent qu'on revienne en arrière. Je ne sais pas si quelqu'un voulait poser la question là-dessus, mais on parle souvent de ça. Bien sûr qu'il y a des fois où je vais définir mon frame, j'ai mon ambition, je suis assez clair, et puis je vais dans Observe, et puis
use case, ça tient pas, c'est mou, je vois pas d'envie, je vois pas d'ambition. Ou l'inverse, j'ai un petit frame, petite ambition, et je découvre un use case en fait qui me semble fondamental que je vais pouvoir créer. Donc, c'est pas un exercice scolaire où on va mesurer est-ce que tu avais bien fait ton frame au départ. C'est pas comme ça. Si tu dis, en fait, bah oui, le frame, on peut faire beaucoup mieux, on y va. Rien n'empêche ça, vraiment rien. Il n'y a pas de dogmatisme, il n'y a pas tout ça. Ce qui n'arrive pas, ou j'ai pas vu, peut-être, c'est des itérations où j'arrive au bout et je reviens à zéro. Et ça, je crois que ça n'arrive pas, non pas parce que c'est interdit et que c'est impossible, mais parce que j'ai dérisqué, j'ai cranté en fait. À chaque fois que je fais un livrable, j'ai quand même bossé, donc j'ai dérisqué des parties. Et donc c'est très très rare que je saute 2 ou 3 étapes en me disant je me suis complètement planté. Par contre, entre decide et execute, donc entre le moment où je construis mon interface et le moment où je la teste, ah bah ça, des itérations, il y en a. De se dire j'ai construit ça, je le teste, ça ne marche pas. Et souvent, là, c'est des problèmes d'utilisabilité. J'ai déjà dérisqué mon positionnement parce qu'à l'étape claim, je ne me suis pas contenté d'écrire un tweet, je l'ai testé. On fait des focus group, on fait réagir les gens. On fait réagir les gens aussi sur le press release. Donc, le press release, c'est une des activités de l'étape claim où on l'écrit et puis on va faire réagir les gens autour, etc. Donc, des processus de validation avec des utilisateurs, il y en a à chaque étape. C'est pour ça que c'est très rare que, après avoir validé mon objectif, mon problème, mon positionnement, les vues 360 et tout, j'arrive en me disant je me suis complètement planté. Ça, c'est peu probable. Je ne l'ai pas vu encore, en tout cas. Juste pour rebondir sur quelque chose que tu disais sur les allers-retours, ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est que le livrable, donc qui est la fin d'une étape, c'est vraiment l'input pour l'étape suivante. Et quand tu parlais d'aller-retour, il y a souvent ce moment où on a fait la user research et on a identifié plusieurs use cases. Et donc là, ce que je demande aux équipes, c'est OK, mais what the fuck? Donc, quel est le first use case? Et aussi, pour réussir à le prioriser parmi les différents use cases, il y a bien sûr à quel point c'est douloureux pour l'utilisateur, mais toujours avoir en tête mais quel est le business challenge qu'on cherche à résoudre? Donc, regarder à partir du frame, quel est le pain à résoudre. Et parfois, on se rend compte qu'il y a d'autres pains qui sont aussi hyper douloureux, mais ce n'est pas l'objet de ce projet-là. Et on les backlog et on se dit, ça sera pour une autre initiative. Mais c'est montrer vraiment cette dynamique d'aller-retour et comment le livrable d'une étape vous sert pour l'étape suivante. C'est vraiment les enseignements du design de service. C'est vraiment, on fait pas, tout sert, ça, on construit par petits bouts et ça, c'est vraiment cool. Et est-ce que vous avez des questions? Parce que là, il est déjà 20h30, donc je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir partir. Alors, toi, je t'ai vu en premier, donc tu as de la chance. Nous, on l'utilise dans mon équipe et on se pose souvent la question à quel niveau de granularité on va déclencher la méthode. Donc, on se force à la déclencher même sur des tout petits sujets parce que ça nous, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, ça nous permet de nous poser les bonnes questions. Mais parfois, on se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire là? Et donc, du coup, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Oui, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, merci déjà. C'est hyper intéressant de savoir que vous appliquez ça de manière la plus systémique possible. Ravi d'en parler après si tu restes un peu. C'est une très bonne question. Moi, il y a une chose que j'ai retenue dans mon processus d'évangélisation de design thinking, c'est d'éviter les dogmatismes, d'éviter les toujours, jamais, comme ça. Et donc, spontanément, j'ai envie de te dire, c'est très bien de le faire le plus possible. Si à un moment donné, vous vous retrouvez face à un cas où tu te dis, c'est complètement à côté, il n'y a pas de péché là-dedans à se dire, pour une fois, je ne fais pas, etc. Par contre, c'est vrai que juste se poser la question, en fait, c'est déjà faire un pas en avant. Et donc se dire, tiens, j'ai un projet, mais en fait, l'ambition, c'est pas la peine. Bon, peut-être on se pose la question. Tu attends, on est bien sur l'ambition, et tant pis, on va pas dans le détail, etc. Mais on se pose cette question. Le problème à résoudre, c'est pareil. Est-ce que je suis capable de le pitcher un peu simplement, juste rapidement à quelqu'un? Parce que, en fait, le pitch, c'est aussi, il y a tous les forts marketing, mais c'est aussi un moyen de savoir si j'ai les idées claires. En fait, si je suis bien capable d'expliquer. Si j'explique clairement, en général, c'est que j'ai fait un bon processus. Et si j'arrive pas à l'expliquer, je me dis, c'est embêtant. Voilà, comment je fais pour l'expliquer? Donc, c'est ça. Ma réponse, il peut y avoir des cas où tu te dis non.
Mais juste de se dire, attends, rapidos, là, on se prend 5 minutes. 5 minutes, on se pose les questions, on balaye, est-ce qu'on pense qu'on est bon? Je crois que c'est sain. Voilà. Chez Blablacar, en fait, au bout d'un moment, c'est plus une question qu'on se pose. Je dis on se posait, mais qui se pose toujours, parce qu'il continue à l'appliquer. En fait, c'est intéressant parce que c'est vraiment devenu juste la façon dont on travaille. Et donc, il ne se pose pas la question, est-ce que j'applique une méthode spécifique? C'est comme ça qu'on bosse, donc on se pose toujours. Et oui, il y a des cas où on va très vite. Il y a des cas où sur des features d'évolution interne, le pitch ou le claim, ça va très très vite. Bon, donc il y a des moments où tu vas peut-être sauter une étape parce que tu dis là vraiment ça n'a pas de sens. Voilà. Mais quand même de s'interpeller sur le sujet, je crois que ça a de la valeur. Et l'intention finale, c'est vraiment de se dire, en fait, c'est juste la manière dont on bosse. C'est plus Voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est d'enlever la partie ad hoc de cette logique et de se dire c'est juste comme ça qu'on travaille et donc d'enlever le questionnement en fait. Voilà. Ça répond à ta question? Oui. Et juste pour rebondir là-dessus, au-delà, tu disais Tristan, être en mesure de pitcher. Donc si c'est pas le cas, ça veut dire que on n'est pas forcément au clair. Mais je trouve que ça permet aussi d'aligner les différentes personnes dans l'équipe et se rendre compte que en fait on n'avait pas forcément le même first use case en tête et juste de prendre le temps ensemble de dérouler, alors nous ce qu'on appelle le PRD, mais bref, la méthodo et d'écrire les livrables, ça permet de s'assurer qu'on est aligné et potentiellement identifier les endroits où on n'est pas aligné et où peut-être on a besoin de faire quelques activités en plus pour affiner notre livrable. Par rapport à l'échelle temps en fait de la mise en place de la méthode, en fonction des projets, j'imagine que la méthode elle va aller plus vite et pour d'autres c'est peut-être un travail de fond. Donc comment ça s'articule en fonction des types de projets? Ça dépend de l'ambition que vous voulez mettre dedans et du niveau de clarté. C'est vraiment ces deux facteurs-là. Donc, ça peut aller très vite parce que vous êtes très clair dessus, en fait. Et là, dans ce cas-là, encore une fois, je chasse tous les dogmatismes. Si le founder vient me voir et me dit « j'ai une idée », elle est top. Bon, bien, on se pose les questions. Tu as un impact bien précis? Ouais, l'impact c'est ça, et voilà pourquoi, et c'est solide. Le use case c'est ça, et je te le pitch, tac, voilà, c'est fait. Mais en fait, ça y est, c'est fini. Hein. Moi, je cherche pas à forcer autre chose que la clarification. Donc ça peut aller très vite. Honnêtement, c'est rarement le cas parce que c'est pas facile. Et donc, souvent, c'est un peu plus compliqué que ça. On se dit, l'impact, attends, je sais pas. Bon, on va peut-être prendre le temps un petit peu de se poser la question parce qu'on va pas aller déclencher un projet si on sait même pas si en fait il y a un impact derrière ou pas. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement variable, c'est que ça dépend du niveau de clarté et puis du niveau de complexité. Faire x2 sur mon processus d'inscription, ça va pas se faire tout seul. Hein. Donc dès le départ, on le sait. Si on dit attends, on va faire un x2, je peux juste regarder la tendance générale de l'évolution de ma performance, qui est peut-être, elle est à peu près comme ça depuis 3 ans. On va pas faire x2 en 2 jours. Donc ça, dès le début, on sait que ça va prendre du temps. Donc, tu vois, ça dépend vraiment et de l'ambition et du fait que c'est peut-être une idée qui a... Des fois, ce qui se passe, c'est qu'en fait, une idée, ça fait 15 fois qu'on l'a. Ça arrive, ça aussi. Et on se rend compte qu'en fait, on bosse dessus depuis longtemps et en fait, on a atteint un niveau de maturité là-dessus. C'est, l'idée, elle attendait juste son moment. Voilà. Et là, c'est son moment. Et là, dans ce cas-là, on ne va pas tergiverser 107 ans. On y va, sachant que, encore une fois, c'est pas une garantie que ça cartonne et on ne prend pas un risque fou, mais on dérisque. Donc, on va plus ou moins vite en fonction de ça. Alors, il y avait plein de questions. Ouais, ma question, c'était sur un petit peu avoir votre retour d'expérience entre Blablacar, qui a été la méthode où elle a été vraiment mise, et justement Malte. Comment toi, Tristan, chez Blablacar, tu as vu le changement avec Malte? Comment Caroline, vous avez pu en fait façonner ça chez Malte? Et par exemple, tu donnais l'exemple du projet de Boost chez Blablacar, très intéressant avec l'idée de comment il y a cette friction. Il peut y avoir des frictions en tout cas entre les utilisateurs, les conducteurs. Comment on arrive à trouver ça? Chez Malte, quels ont été les enjeux? Est-ce que vous avez un peu un projet à nous partager rapidement là-dessus? Sur la partie Blablacar, donc c'est mes retours d'expérience sur la mise en œuvre, c'est ça que tu veux savoir? Ouais, c'est ça? Ouais.
entre Blablacar et Malte. C'est vrai que c'est des contextes très différents. En fait, chez Blablacar, ça a marché très bien, très vite, probablement parce que c'est aussi une organisation qui est très disciplinée. Et donc, de mettre en place des points de vérification avec... Il y a aussi, on n'en parle pas non plus dans le livre, mais il y a aussi tout un tas de cérémoniales qui accompagnent la méthode. Donc, les moments où on revoit les livrables, où on valide les livrables. En fait, c'est une structure qui était très prête pour adopter une mécanique comme ça. Bon, et puis en plus, avec Rémi, on avait la position qui faisait que on pouvait l'imposer d'une certaine manière parce que c'était à nous de donner ça. Donc ça, c'était un contexte et ça a super bien marché. Et en sortant, on se dit, maintenant, la question, c'est de savoir à quel point ça marche ailleurs. La vérité, c'est que toutes les activités, comme je vous le disais tout à l'heure, elles sont pas nées chez Blablacar et qu'on les a expérimentées. Et on a parlé que de PayPal, de Blablacar, mais on a fait d'autres trucs aussi entre-temps. Et donc, on a eu l'occasion de tester tout ça ailleurs. Chez Malte, c'est une culture très différente pour le coup, parce que c'est une culture où les squads elles sont extrêmement libres. La notion de empowerment est très très poussée chez Malte. Et donc, on laisse les gens un peu faire ce qu'ils veulent. Et donc là, c'est un contexte différent. Et moi, en tout cas, en étant passé de Blablacar à Malte, je me suis posé la question. Je me suis dit, dans une discipline comme ça marche. Dans une boîte où c'est beaucoup plus libre, comment est-ce que ça va marcher? Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que le empowerment, c'est pas orthogonal avec structure. C'est ça qui est assez intéressant. Et quand je suis arrivé chez Malte, une des premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au PM et aux designers qui étaient là, qu'est-ce que tu attends de moi? Et beaucoup m'ont dit de la structure. Et en fait, ça c'est très intéressant, c'est que je crois que la structure, c'est pas l'inverse de la liberté. Il y a une phrase qu'on a mise dans le livre que j'aime beaucoup, qui est je suis le philosophe ce soir. Les rives sont la chance du fleuve, elles l'empêchent de devenir un marécage. Et j'aime bien cette idée-là, c'est que les rives, en fait, elles protègent le fleuve, et le fleuve il trace, et le fleuve il bouge. Mais en fait, sans rives, ça part dans tous les sens, et c'est pas ce qu'on imagine de la liberté, c'est juste rien. Voilà. Et un sport, on peut faire plein de choses, mais enfin, s'il n'y a pas de limite à un terrain de foot, je pars avec la balle, je cours pendant 15 km, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, ça ne marche pas en fait. Et donc j'ai découvert que même dans une boîte qui a énormément de liberté, en fait, ce cadrage, il est beaucoup mieux accueilli que ce qu'on peut imaginer. Ça aide. Et c'est ça, c'est comme pour un produit, il faut résoudre un problème avec un produit, il faut apporter de la valeur, sinon c'est pas adopté. Et ma découverte chez Malte, c'est que ça apporte de la valeur dans des organisations parce que ça leur donne de la structure et ça les empêche pas d'être créatifs. On a dit qu'il y a de la place pour des ateliers créatifs à chaque étape. Il y a plein de choses à faire. Mais par contre, ça donne une fin à tout ça, ça donne un objectif à tout ça et ça cadre. Donc ça, c'était ma découverte. Et aussi, ce qu'on a dû faire pour que la mayonnaise prenne, c'est en fait de répéter, pour le coup, essayer d'instaurer cette discipline en répétant no PRD, no work, dans le sens où, en fait, par exemple, si une personne veut du coaching de ma part en user research, elles savent que la première chose qu'elles doivent faire, c'est m'envoyer le lien vers leur PRD qui me permet d'avoir le contexte. Donc, ça a été pour nous, en tant que designer, en tant que design ops, répéter cette chose-là et dire, OK, à partir de maintenant, on a besoin de ce document-là pour travailler ensemble. Donc ça a été un facteur clé pour le déploiement. Et ça a été aussi donner du rythme au début grâce aux Focused Office Hours. Donc tous les vendredis, 1 heure, étape par étape, où Tristan nous expliquait la théorie et puis on trouvait une squad pour illustrer comment... elle l'avait mis en pratique, en fait, les différentes activités, le livrable, et ensemble, les PM, les designers, on pouvait poser des questions pour approfondir. Donc ça a été vraiment, en fait, éduquer, parce que in fine, il y avait cette volonté, c'est vrai, de découvrir la méthode et d'apprendre. Donc ça a été nourrir cette volonté de grandir sur le sujet et donner ce rythme-là. Ça a été en fait beaucoup de l'animation de l'équipe, donc Focused Office Hours, Slack dédié où on pouvait poser les questions, FAQ.
qu'on n'utilise plus trop maintenant en fait, et on fait plus vraiment de focused office hours parce qu'il y a moins le besoin, mais on va le faire par contre sur les projets, lors des différentes sessions de coaching, des différentes expertises. Il y avait aussi un moment où Tristan, tu faisais les bi-weekly avec les squads, donc pareil, tu étais là régulièrement pour voir les projets et redonner un petit peu de discipline ou donner les best practices pour que finalement on puisse les aider à mettre ça en place parce qu'il y avait cette volonté. Et ton autre question sur un exemple de projet. Alors moi, je suis pas impliquée de A à Z du coup sur tous les projets, de par mon rôle de user researcher et plus récemment Design Ops, donc je pourrais pas te donner un exemple de A à Z. Je sais pas si toi, Tristan, tu as pu en suivre un peu plus. Mais en fait, je crois que ce qui se passe, c'est que ça apporte ça apporte du changement à chaque étape. Et des fois, tu as des projets où en fait, le projet il va complètement shifter ou alors être détruit ou alors accéléré grâce à une étape en particulier. Moi, c'est ce que j'ai observé. D'autres étapes sont utiles, cadrage, mais ça va, ça se passe bien. Puis bing, tu as une étape qui, en fait, là, c'était, si tu veux, ça a mis le doigt sur là où le projet, il était mal fichu, dysfonctionnel, etc. Donc, quand je réfléchis au projet, je me dis plus, ah ouais, j'ai des projets où cette étape-là, en fait, ça a été un pivot. Soit on a carrément détruit le projet, soit on l'a remis sur des rails, et c'est ça qui l'a aidé. Le dernier que j'ai en tête, on a fait il y a de la fraude sur Malte, comme partout. Donc, il y a plein de façons de frauder sur la partie freelance, mais aussi sur la partie client. Donc, par exemple, il y a des ESN, les structures de conseil, qui peuvent créer des faux profils de designers ou de développeurs, les pousser sur la plateforme, choper des projets et hop, venir les ramener. C'est pas bien, hein, mais ça existe. Voilà, une des formes de fraude. Je me déguise en freelance, je prends les projets et puis j'en fais les projets de ma boîte. On a aussi des freelances qui créent des projets et qui n'ont pas le droit de travailler. Peut-être parce qu'ils n'ont pas le statut pour permettre de travailler. Ils sont déjà en entreprise, hop, ils ne peuvent même pas des projets comme ça. Ça ne marche pas. On a aussi des contraintes internationales. Il y a un certain nombre de pays avec qui on n'a pas le droit de travailler pour des raisons dont on pourra débattre, mais pour des raisons bancaires, typiquement. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas travailler pour Malte depuis, je crois, le Pakistan. Il y a des blocages qui sont faits. C'est comme ça. Donc, projet fraude, on avance, on se dit, voilà, on voit un petit peu les risques, on voit un petit peu les problématiques qu'on a, des projets perdus, hein, soit parce que la personne, en fait, finalement, on ne peut pas la faire travailler, mais le projet a été connecté avec un client et c'est pas bon, soit des clients qui ne devraient pas prendre le projet, enfin bon, tous ces cas-là. Et ça attaque et des ambitions énormes, mais on arrive à Observe et tous ces use cases commencent à émerger. Et l'équipe se dit, mais en fait, comment est-ce que je vais résoudre en même temps le cas de l'ESN qui prend des projets et du freelance qui se connecte depuis le Pakistan, tout ça c'est terrible. Et donc, très bonne discussion autour de ça pour se dire, mais en fait, il va falloir en choisir un. Et c'est comme ça qu'on fait. Quel est le first use case? Et en fait, c'est pas facile parce que ces trois use cases-là, c'est des cas différents. Faire travailler une personne dans un pays où on peut pas, c'est un risque légal. Hein, on a un vrai risque de responsabilité. On pourrait presque dire que le KPI, c'est de pas envoyer le directeur en prison parce que c'est la personne qui est responsable de ça. Elle a un vrai risque, pour de vrai. De l'autre côté, on a un risque qui est, mais en fait, il n'y a pas de risque parce que ils travaillent, c'est légal, mais par contre, ils prennent une partie de notre business et donc ça, c'est un risque financier. Donc ça, c'est une très bonne conversation à avoir avec les équipes pour dire, mais on priorise quoi en fait? On s'attaque à quoi? Et là, ton projet, il passe d'un espèce de marasme où je ne sais pas où aller à quelque chose de beaucoup plus clair. Ça a pris du temps. Hein, quand on a réalisé ça, il a fallu discuter avec des stakeholders qui n'étaient peut-être même pas listés ici au départ, pour se mettre d'accord et recadrer le projet en disant ok, ben voilà, maintenant c'est là-dessus qu'on va et je redémarre. Voilà, et ça, des exemples pour chaque étape, des exemples de positionnement aussi où les équipes produits parfois elles ont du mal à être un petit peu
avoir la touche marketing, à essayer de vendre le truc. C'est rigolo. Après, il y a probablement des PM qui sont très bons là-dedans et des designers, mais globalement, c'est difficile. Et donc, des projets sur lesquels on a du mal à pousser une fonctionnalité, à créer quelque chose, ça ne vient pas. Et l'étape claim où l'équipe product marketing vient aider. Et tout d'un coup, tu trouves cette petite magique, car rien de magique parce que c'est beaucoup de travail, mais ce petit accroche qui fait que tout d'un coup, ton projet il prend une autre dimension parce qu'on a compris l'articulation, on a compris que juste avec cette phrase-là, tout d'un coup, ça devient clair et quelque chose qu'on n'arrivait pas à articuler devient beaucoup plus clair et t'aides ton équipe et ça repart. Voilà. Bon, des exemples, je ne vais pas faire toutes les étapes, mais c'est ça l'esprit. C'est que généralement, c'est vraiment un shift à une étape. Pour l'exemple de Boost, c'était ça aussi. La partie claim, elle a vraiment été fondamentale. On s'est planté au début, on était sur de l'algo, dire le super algo, et l'algo, ça marche pas, on n'aime pas les algos, c'est quoi cet algo? Et tout d'un coup, le Boost, il a donné un élan au projet. Donc voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Il est tard, hein. Donc, on peut continuer les questions. Je sais qu'il y en avait là-bas aussi. Non? Non, ça, vous en pouvez plus. Du coup, dernière question. Moi, c'était justement par rapport à ce que vous avez dit. Je pense que tu as un peu répondu, mais c'est l'effet qu'il y a plein de squads chez Malte. Et du coup, chaque squad va venir avec plein de problèmes. Et du coup, c'était par rapport à ce que vous avez dit, qu'il y a des équipes d'expertise qui ont des activités particulières. Donc, comment déterminer quelles activités on utilise du coup, les content designers, à quel moment vous l'appelez voilà, c'est l'activité qu'il nous faut à cette étape, parce que la problématique, c'est plutôt une problématique de contenu. Donc, je me posais des questions comme ça pour un peu taguer... Yes, très bonne question, qui est une question pas si évidente, dans le sens où il y a des expertises pour lesquelles c'est assez clair. Donc, par exemple, Observe, User Research, mais pas que. Il y a d'autres métiers qui pourraient être impliqués à ce moment-là. Et tu parles de content, et c'est intéressant parce que Alice, qui est arrivée il y a 6 mois, est en train de redéfinir la façon dont on fait du content chez Malte. En fait, à la base, on parlait du UX writing, et elle me dit non, mais en fait, on va arrêter de parler du UX writing, on va parler de content design. Et je vous montre que en fait, le content, il a impliqué bien plus tôt que vous le pensez. Nous, à la base, peut-être, on parlait de claim, mais même essentiellement, on pouvait parler de execute dans la partie prototypage. Et en fait, elle nous dit, non, on va impliquer... Enfin, faut avoir une approche content plutôt, en fait, dès la phase de research. On va faire attention à écouter les mots qui sont utilisés. Claim, effectivement, comment là on va pitcher la solution. Unfold, où elle nous a montré cet exercice de content mapping. Donc c'est pas si évident. Et en fait, encore une fois, je pense qu'il faut se poser là avec les personnes concernées dans l'organisation et se dire, on est face à Focus, et se dire, ok, comment est-ce qu'on peut accompagner les squads en fonction de nos expertises. Ce que je dirais aussi, c'est qu'il faut faire attention à pas complexifier le process et que pour les squads, ça devienne ok, là, il faut que j'appelle tel expert à tel moment, tel autre expert à tel moment, etc. Donc, c'est réussir à, comme tu le disais, Tristan, en fait, être flexible aussi et accepter parfois, moi, en fonction de l'ambition du projet et à quel point le projet est risqué et à quel point on connaît déjà le problème. Il y a des moments où je vais leur dire, là, c'est pas la peine de faire de la research. Regardez, on a déjà fait tel projet il y a X mois. Vous avez telles infos de data, telle info de customer care. C'est bon, on avance. Vous avez de quoi formaliser votre first use case ou passer à l'étape suivante. Donc, c'est trouver ce juste milieu entre à la fois où est-ce que tous les métiers pourraient intervenir et en même temps rester flexible et pas complexifier et alourdir le process. On a perdu une partie de la salle. Alors, peut-être je vous propose d'aller manger, puisque vous avez tous faim, j'imagine, et puis de continuer la discussion plus là, comme ça, parce que sinon on va tous décéder. Mais en tout cas, merci beaucoup là pour toutes ces questions. Là, vous avez super bien déployé tout ça. Donc, alors moi, je voulais vous dire que pour compléter cette conférence, on fait des formations et des ateliers.
Donc, notamment, une méthode qui peut être aussi, je pense, intégrée dans votre process, c'est le Jobs to be done. Je pense que vous l'avez un peu tweaké avec le first case. Ouais. Donc, du coup, on va faire un petit atelier là-dessus très bientôt. Jordan nous dira la date. Et puis, il y a une formation User Research, Discovery, avec toutes les méthodes, justement, pour que vous puissiez pratiquer tout ça et l'amélioration continue, qui est effectivement ce que vous dites, c'est la Discovery, c'est bien, mais trop, ça sert à rien. Mais par contre, en faire tout le temps plutôt qu'un gros paquet comme ça et puis avoir de crédit auprès du business parce qu'après, on a dépensé trop d'argent. Et oui, ça compte. Donc voilà, donc on fait ce genre de choses-là. Et donc, en tout cas, merci. Et puis surtout, allez boire et manger avec nous et discuter.